Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale en ce début d'année 2025. Je vous propose de démarrer une nouvelle série de vidéos qui s'appelle FAQ pour foire aux questions. Je vais aborder différentes questions qui ont été posées soit dans les commentaires des vidéos ou soit qui me sont posées régulièrement dans les accompagnements individuels. Comme ces questions sont souvent posées, j'imagine qu'elles sont récurrentes et apporter des réponses au cours d'une vidéo va permettre au plus grand nombre d'avoir des éléments de compréhension sur ces questions et de cheminer de façon peut-être plus aisée sur le chemin. Sur chacune des vidéos, foire aux questions, je vais aborder un thème et aujourd'hui je vous propose d'aborder le thème du temps qui est une thématique qui est souvent abordée et qui revient beaucoup dans les questions. Je vous propose de vous installer confortablement, comme je le propose dans les satsangs ou les vidéos thématiques. Je vous invite à mettre en pause le mental de façon à vous imprégner des réponses sans le mental, c'est-à-dire de laisser vraiment émerger la réponse et surtout la résonance sur la partie intime de vous qui n'est pas mentale, de façon à ne pas essayer de comprendre avec le mental. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour la première question. Première question, pourquoi le mental est-il si souvent coincé dans le passé ou dans le futur? Donc c'est une excellente question qui revient vraiment très souvent, et la réponse est en l'occurrence assez simple, c'est que c'est la nature même du mental de fonctionner dans le futur et dans le passé. Le mental, on en a déjà parlé dans différents satsangs, c'est un outil, on pourrait dire, et simplement un outil, il ne faut pas le mettre plus haut que ça, un outil qui est fait pour fonctionner dans le monde relatif, dans l'histoire, dans le film, au quotidien, dans la vie personnelle et au travail. Et dans ce sens, pour fonctionner, prévoir et réitérer des actions qu'il a déjà fait auparavant, eh bien le mental, il va fonctionner sur un mode « je me rappelle ce que j'ai déjà fait pour le reproduire » ou comme il s'est déjà passé des choses, eh bien j'anticipe que ces choses vont se passer. Dans le monde du travail, quand il y a des choses qui sont assez carrées, assez figées, et quand une origine A provoque une conséquence A, une origine B provoque une conséquence B, eh bien ça fonctionne normalement. C'est-à-dire que là, effectivement, on peut se servir du mental pour partir du postulat que telle action par rapport à une problématique donnera une réponse qui est toujours la même. Donc dans le cadre du travail, fonctionner avec le passé et avec le futur est quelque chose qui est normal et qui permet, justement, qui est nécessaire pour fonctionner au quotidien. Maintenant, parce qu'il y a un maintenant, dans la vie de tous les jours, hors contexte professionnel, personnel ou organisationnel, je dirais, c'est-à-dire que vous avez à prévoir quelque chose dans le monde de la matière, eh bien, en dehors de ce cadre-là, le mental continue à fonctionner avec des projections vers le futur et des rappels vers le passé. Alors quand on sort du contexte du travail, et que le mental se met à vous rappeler des épisodes souffrants de la vie qui se sont passés dans le passé, en sous-entendant que ces épisodes souffrants pourront se reproduire à nouveau dans le futur, eh bien là on est sur, je dirais, un fonctionnement déviant du mental, puisque sur une origine qui s'est passée dans le passé, entre guillemets, parce qu'on reparlera de la notion du temps un petit peu plus tard, eh bien il en fait une conséquence qui va se passer nécessairement dans le futur. Alors que pas du tout. Un accident, une situation souffrante qui s'est passée, c'est passé. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas se reproduire si un certain nombre de circonstances sont réunies, mais c'est pas automatique. Et le mental, au contraire, essaie de nous faire croire que c'est automatique. Il va imaginer que puisque des situations de vie
ressemble beaucoup aux situations qui entouraient le premier événement dans le passé qui ont généré cet épisode souffrant, eh bien ces conditions sont réunies, eh bien forcément, il va se passer la même chose. Alors que pas du tout. Dans 99% des cas, il ne se passe rien du tout. Il se passe une chose, par contre, c'est la souffrance. C'est-à-dire que comme on projette quelque chose qui va potentiellement se passer, et qui ne se passe pas, mais le corps, lui, ne fait pas la différence entre quelque chose qui est imaginé et qui ne se passe pas, et quelque chose qui se passe réellement. C'est pas forcément le fait que le mental nous projette cette image de situation souffrante qui va se passer, c'est pas ça qui est tellement gênant, c'est le fait que l'on y croit. Si on s'accroche à cette pensée, qui va être, par exemple, ah bah oui, je suis sûr que la semaine prochaine, il va m'arriver ça, parce que certains éléments sont réunis aujourd'hui pour faire écho à une situation qui ressemble un petit peu à ce qui se produit aujourd'hui, eh bien forcément, il va se passer la même chose. Et là, comme le corps, lui, ne fait pas la différence entre quelque chose d'imaginé et quelque chose de réel, eh bien il va faire émerger des émotions dans le corps. De la peur, du stress, de la tension, tout ce genre d'émotions qui sont très désagréables à vivre et qui en plus impactent forcément le corps au niveau physique. C'est-à-dire que ça peut occasionner des ulcères, ça peut occasionner des pics de tension, ça peut occasionner différents maux, MAUX, dans le corps, qui, s'ils sont répétés pendant très longtemps, eh bien, peuvent dégénérer ou aboutir à des maladies. En ce qui me concerne, 50 ans de stress a abouti à des désordres très très importants au niveau digestif qui se sont passés assez récemment, qui se sont réparés petit à petit, mais qui ont perduré parce que ces pensées qui étaient là, qui me projetaient toujours des événements négatifs et surtout dans lesquels je croyais, eh bien, étaient en continu depuis plus d'une cinquantaine d'années. Donc le mental dans le passé et dans le futur, c'est normal, c'est son fonctionnement, donc ça on peut rien y faire. Par contre, une chose que l'on peut faire, c'est ne pas forcément y croire quand il nous projette des éléments qui vont se passer. Alors, bien sûr, je le redis, en dehors de la sphère pratico-pratique, où effectivement les éléments sont cadrés et à une action correspond un résultat. Donc là, c'est normal. Mais pour tous les autres exemples et les autres situations, quoi faire par rapport à ce fonctionnement? Eh bien, c'est pas forcément rejeter cette pensée, parce que rejeter la pensée, c'est mettre de la tension dans la pensée, et mettre de la tension, c'est lutter, et lutter, c'est résister et donner de la puissance à l'ego et au mental. Donc simplement regarder cette pensée, en toute simplicité, en sachant que ce n'est pas nous, en sachant que c'est une pensée émise automatiquement, et naturellement, vous allez voir que dans le corps, la connexion qui se passe entre la pensée et la réaction émotionnelle, eh bien, va se couper. Voilà. Et moins on va faire attention à ces pensées qui nous projettent dans le futur ou dans le passé, eh bien, moins ces pensées vont apparaître. Voilà pour cette question, je vous propose de passer à la suivante. Deuxième question, le temps est-il une illusion comme certains enseignants le disent? Alors, on en a déjà parlé dans un ou deux satsangs qui avaient comme thématique le temps. Cette question va avoir des réponses à deux niveaux différents. Déjà au niveau relatif, c'est-à-dire dans l'histoire ou dans les films, au quotidien, effectivement, on a une impression de temps qui s'écoule. Alors c'est quoi cette notion de temps qui s'écoule? C'est une création du mental qui est mise en place pour, je dirais, lier différents événements. Au cours de notre journée, de notre vie, on pourrait dire au sens large, mais il y a une impression d'enchaînement de différentes situations. Des situations qui se déroulent, semble-t-il, maintenant, des situations qui, semble-t-il, se sont déroulées un petit peu dans le passé, un petit peu dans le futur, beaucoup dans le passé ou beaucoup dans le futur. Pour lier ces différents événements et
les mettre dans une sorte de hiérarchie, eh bien le mental crée une temporalité, on pourrait dire. Le temps peut se mesurer également dans le relatif avec des montres, avec des horloges. Et là, on pourrait se dire, ok, c'est scientifique, le temps se mesure, donc c'est quelque chose qui est factuel et c'est quelque chose qui est immuable. Eh bien, pas du tout. Les scientifiques ont aujourd'hui, alors depuis 1911 pour les premières constatations, qui ont été de mettre en évidence le fait que en altitude, le temps passe moins vite que au niveau de la mer, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une notion de gravité qui influe sur le déroulement du temps. Plus récemment, il y a également des théories, cette fois-ci. Alors, autant l'écoulement du temps en fonction de l'altitude, ça a été mesuré, vérifié, validé avec des horloges atomiques qui ont été mis à différentes altitudes, et on a vu des décalages, alors qui sont très très limités, en l'occurrence, mais qui mettent vraiment en avant que le temps n'est pas une donnée immuable. Donc si c'est pas une donnée immuable, c'est quelque chose qui fluctue. Si c'est quelque chose qui fluctue, c'est un objet, donc n'a pas de réalité en tant que tel, de réalité qui ne bouge pas. Les scientifiques ont également mis en avant que la vitesse influait sur le temps. C'est-à-dire que plus la vitesse est importante, plus la perception du temps se ralentit. À savoir que, d'un point de vue du calcul, il a été mis en avant que si on se rapproche de la vitesse de la lumière, eh bien le temps semble s'arrêter. Ces expériences n'ont pas pu être vérifiées avec l'homme, puisque les voyages dans l'espace à la vitesse de la lumière, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça a pu être quand même mis en avant à travers des particules que l'on fait tourner dans un cercle, je pense notamment au CERN en Suisse, à des vitesses qui sont à 99,9% de la vitesse de la lumière, et dans laquelle on a pu mesurer effectivement des inflexions du temps. Donc là on peut voir que dans le relatif, le temps existe, ok, mais comme tous les objets de la manifestation, comme tout le décor, on pourrait dire, du film, le temps fait partie de ce décor. Donc il y a une réalité toute relative, mais il semble qu'il y ait une réalité du temps dans le film. Au niveau absolu, maintenant, et ça c'est quelque chose qui est vécu, qui est perçu quand la désidentification au personnage s'est mise en place, petit à petit ou brusquement, eh bien on se rend compte que le temps n'existe pas d'un point de vue absolu. C'est un petit peu particulier à vivre au départ, mais on a vraiment cette impression, cette sensation de stabilité, c'est-à-dire d'arrêt de l'écoulement du temps. Alors on voit les choses bouger, bien sûr, on voit des enchaînements de situations, bien sûr, mais tout se passe maintenant. Et c'est d'ailleurs un petit peu compliqué au départ, quand on fonctionne sur ce mode de perception des événements depuis un espace en dehors du temps, on pourrait dire, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment comme ça, mais c'est difficile de le dire autrement, puisque le rappel des souvenirs ou des projections dans le passé ou dans le futur devient à ce moment-là un petit peu compliqué. Mais on a vraiment cette perception, ce ressenti, ce vécu, parce que c'est un vécu réel d'absence du temps, et du coup c'est vraiment très très agréable. Et l'avantage d'avoir cette perception de non-temps, on pourrait dire, c'est qu'il y a une paix mentale qui apparaît. Pourquoi ? Puisque quand on vit le non-temps, c'est-à-dire qu'on vit maintenant, on goûte le maintenant, on est toujours maintenant. Mais quand on est attaché au personnage, que l'on est identifié au personnage, comme on est aussi identifié au mental, on vit maintenant, mais on ne le goûte pas. On est toujours dans le passé ou dans le futur. Quand on est désidentifié du personnage, on est toujours maintenant, mais cette fois-ci, on le goûte. Et à partir du moment où on goûte pleinement maintenant, le mental, je dirais, devient dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'il fonctionne, on l'a dit précédemment, dans le passé, dans le futur, mais dans le maintenant, il a beaucoup de mal à fonctionner. Ce qui veut dire qu'il arrête d'émettre ses pensées,
Et il faut trouver, quand on a réalisé sa vraie nature, et que parallèlement on continue à travailler dans le monde de la matière, il faut trouver un compromis entre le fait de goûter le maintenant et le fait d'utiliser un petit peu le mental pour quand même avoir cette fonctionnalité d'utiliser le temps, entre guillemets, à travers nos actions quotidiennes. Mais le temps, on le vit vraiment comme étant une illusion. Et ça, c'est vraiment la réalité de l'expérience, du vécu au quotidien. Un certain nombre de personnes ont déjà dû le vivre parmi les personnes qui écoutent. Certains d'entre vous ont déjà vécu, après des moments de méditation intense, cette sensation de ralenti, on pourrait dire. Cette sensation de temps qui semble s'être arrêté. Eh bien, c'est ça, cette perception de la réalité, de ce qui est, c'est-à-dire que le temps est une illusion, comme tous les enseignants l'enseignent. Pourquoi ils l'enseignent? Parce qu'ils le vivent, tout simplement. Question suivante qui arrive également assez souvent. À quel moment pourrais-je atteindre l'éveil? Alors dans cette question, si je la décortique un petit peu, il y a deux choses qui sont antinomiques. C'est déjà, on parle du temps et on parle d'atteindre l'éveil. Donc à quel moment est-ce qu'on pourra atteindre l'éveil? Eh bien la réponse n'existe pas. Et il est impossible de dire à quel moment, je reviendrai après sur le fait d'atteindre l'éveil, mais il est impossible de dire à quel moment cela va se dérouler. Pourquoi? Parce que ça se déroule en dehors de la sphère temporelle, en dehors de la sphère relative. Et dans cette sphère absolue, puisqu'elle n'est pas relative, eh bien je viens de le dire, il n'y a pas de temps. Et même les personnes qui peuvent avoir des aperçus, je pense à des médiums, je pense à des voyants qui peuvent avoir des aperçus de ce qui se passe dans le film, eh bien ne peuvent pas voir un tel événement, entre guillemets, qui n'est du coup pas du tout un événement, puisque c'est simplement une mise en lumière de quelque chose qui est déjà là, mais la notion de chronologie sur l'arrivée potentielle d'un événement qu'on appelle l'éveil, eh bien, personne ne peut le dire. Ça peut arriver là, dans la seconde, une phrase, un mot, une compréhension, l'observation d'un coucher de soleil, d'un paysage. Ça arrive, c'est fait, et on n'en parle plus. Comme ça peut prendre un petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce que sans doute y a-t-il des compréhensions à avoir, des expériences à réaliser qui vont permettre de mettre en avant la fausseté des croyances et permettre petit à petit de se détacher jusqu'à ce qu'on appelle une bascule, qui n'est pas vraiment une bascule dans le sens où il n'y a rien qui bascule, il y a simplement, je dirais, un voile qui se lève pour faire voir que ce que l'on recherche, en fait, a toujours été là. Donc la notion de temps n'est pas du tout une composante pour atteindre l'éveil. Alors maintenant, atteindre l'éveil, j'en ai déjà parlé, effectivement, on n'atteint pas l'éveil. Déjà le on n'atteint pas l'éveil, c'est-à-dire que personne n'atteint l'éveil. Dans la mesure où, pour utiliser le mot éveil, que j'utilise jamais parce que c'est en faire un objet déjà à la base, quand on dit on atteint l'éveil, eh bien ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui atteint l'éveil. Alors que l'éveil, ou plutôt la réalisation, je préfère ce terme-là, c'est simplement réaliser quelque chose qui est déjà là. Et en l'occurrence, ce qui est déjà là, c'est qu'on n'est pas un personnage, on n'est pas une petite personne. Donc, la personne ne peut pas réaliser sa vraie nature. Si on s'accroche au fait d'attendre que le personnage dans lequel on est encore identifié va réaliser sa vraie nature, eh bien on va tourner en boucle, comme un serpent qui se mord la queue, et on va s'enfermer dans cette croyance. Et atteindre l'éveil, j'en avais parlé dans la vidéo le marathon de l'éveil, c'est faire de l'éveil un objectif, comme un marathon, comme une course, comme un objectif dans la vie, et du coup on en fait un objet.
Et tout ce que l'on imagine comme étant des objets, eh bien, vont nous renfermer dans le monde relatif, vont nous renfermer dans cette croyance, alors que la réalisation, l'éveil, est tout sauf un objet. C'est simplement le fait d'être, on pourrait dire, de façon simplifiée. Et le fait d'être, je pose la question à vous, à toutes les personnes qui écoutez cette vidéo, est-ce que vous êtes? Vous allez me dire oui, parce que il y a une réponse mentale qui est là, je parle en tant que personnage, donc je suis. Il y a effectivement le personnage qui semble être, je dirais, mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil à côté du personnage qui lui est. Et c'est un est qui, cette fois-ci, est infini en termes de limites, en termes de perception. Et la réalisation, c'est ça, c'est le réaliser, simplement, en prendre conscience. Et comment ça se passe? Ben, ça se passe quand toutes les résistances, les croyances dans le film, dans le personnage, dans les pensées du mental, eh bien, ont lâché et qu'on abandonne ce personnage à ce qui est, simplement. Et à partir de là, va être vécu, ce qui a toujours été là, mais qui du coup était passé inaperçu, puisque sous les bavardages incessants du mental, le simple fait d'être. Et la réalité de l'expérience, c'est ça, c'est ce qu'on est. Donc, on ne peut pas dire à quel moment, dans la mesure où ça se passe en dehors du temps, et on n'atteint pas l'éveil, puisque c'est quelque chose qui se met en lumière quand toutes les zones d'ombre ont été vues, et c'est quelque chose qui se réalise quand ça doit se réaliser, tout simplement. Autre question, combien de temps dois-je encore souffrir avant d'atteindre l'éveil? Donc là, je ne reviendrai pas sur la notion du temps et sur la notion d'atteindre l'éveil, j'en ai parlé juste avant, mais sur la notion de souffrance. Souvent, on a dans les croyances, et ça c'est véhiculé par des croyances populaires ou par certains dogmes, qui mettent en avant le fait que pour se purifier au niveau du personnage, je dirais, purifier entre guillemets bien sûr, eh bien il faut passer par la souffrance. On dit souvent que pour que le métal soit dur, il faut qu'il soit martelé, il faut qu'il soit mis dans le feu, il y a plein d'analogies comme ça qui visent à dire que la souffrance c'est normal, la souffrance ça fait partie de la vie, et plus on souffre, eh bien plus on a des chances de vivre en paix, de réaliser, de brûler effectivement ces croyances et de vivre la paix. Alors certes, la souffrance fait partie de l'histoire, mais c'est une potentialité. C'est une potentialité qui est là pour nous pointer du doigt là où ça coince, là où ça bloque. Plus on va résister sur les croyances qui nous font stagner dans le chemin, je dirais quelque part, plus la souffrance va rester, voire même plus elle va augmenter. C'est pas négatif, et c'est pas... La vie n'est pas négative, la vie est bienveillante. Et cette souffrance, quelque part, c'est un petit peu comme si la vie appuyait, quelque part, pour pointer du doigt et dire « Regarde ici, regarde là ». Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je parle en Occident, bien sûr, souvent on tourne la tête, puisque quand il y a des choses souffrantes qui montent, on fait tout pour les oublier, parce que la souffrance, bien sûr, c'est désagréable, c'est inconfortable, et on fait tout pour les oublier. Alors que cette souffrance, c'est simplement la vie qui vient nous titiller et nous dire « Hé, regarde là, il y a un truc qui ne va pas ». Et regardez ce qui ne va pas, eh bien c'est décoincer la crispation, c'est dire oui au non, c'est mettre de la détente dans l'attention, et c'est mettre en lumière des mémoires. Mémoires, je vous rappelle, qui alimentent le mental, qui nous fait souffrir, parce qu'on croit dans ces mémoires, et tout ça c'est un cercle sans fin. Donc, simplement, la souffrance, c'est une des voies qui est effectivement beaucoup mise en avant en Occident, puisque
puisqu'on n'a pas l'habitude de regarder quand ça fait souffrir, donc on met de côté, et comme la vie est là pour nous aider, quelque part, la vie entre parenthèses, c'est nous également, la vie va nous continuer à nous solliciter à travers des expériences souffrantes tant qu'on n'aura pas vu la fausseté de la situation sur laquelle on bloque. Et bizarrement, à partir du moment où on va aller voir cette situation, à travers des pratiques diverses et variées, je vous remets ici en lien la vidéo numéro 4, la vidéo thématique, qui vous permet justement d'aller voir ces mémoires souffrantes au quotidien. Et à ce titre, maintenant j'ai un petit peu de recul à travers les personnes que je rencontre dans les satsangs ou dans les accompagnements, et les nombreuses personnes qui essayent cette pratique, donc à travers la vidéo dans un premier temps, et après la vidéo vous la mettez de côté et vous faites ça tranquillement chez vous, en une période de calme de 15, 20, 30 minutes, eh bien ça fonctionne à quasiment tous les coups. Je dis quasiment, parce qu'il y a certains types de mémoires qui sont très 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 intenses, et là on parle de réels traumatismes, pour lesquels le simple fait d'aller les voir ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aller voir à un niveau plus profond, et là il faut passer par d'autres techniques qui vont permettre d'apaiser un petit peu ces résistances, et d'aller les voir à un niveau plus profond. Mais pour, on va dire, 95% des mémoires que l'on trimballe au quotidien, eh bien cette petite pratique eh bien, est effectivement très très efficace. Et je le redis, pour terminer, que quand les mémoires sont vues, depuis cet espace de paix en arrière-plan, eh bien c'est vu, ça disparaît de façon définitive. Question suivante, comment se libérer des blessures du passé pour avancer spirituellement? Là, ça va être assez rapide, puisque j'ai donné la réponse avec la question d'avant. En fait, se libérer des blessures du passé, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut aller les voir. On ne peut rien cacher. Et souvent, on ne cache rien sous le tapis, on peut se dire oui, bon, bah, ça va passer, et non, ça passera pas. Les blessures du passé, quand on parle de blessures, déjà, c'est qu'on parle de quelque chose qui reste. On peut avoir vécu des expériences souffrantes, mais qui sont passées et qui n'ont pas laissé de résidus. Et c'est ces résidus qui, en fait, font souffrir, font mal et alimentent le mental. Donc ces résidus que l'on voit apparaître régulièrement, alors la question, ça peut être comment est-ce que je sais si j'ai des résidus ou des mémoires souffrantes? Eh bien, tôt ou tard, ils vont remonter. C'est-à-dire que quand on va revivre une situation qui va faire écho avec la situation qui a créé cette mémoire, eh bien, d'un point de vue émotionnel, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir de la peur, il va y avoir des tensions. Et là, on saura qu'il y a quelque chose à aller voir. Et là, simplement, en se mettant en paix, en apaisant le mental, et en allant voir simplement dans le corps les réactions que manifeste le corps à telle ou telle situation, eh bien, on va aller pouvoir dissoudre cette mémoire. C'est aussi simple que ça. Et en faisant ça, petit à petit, un petit peu comme quand on vide une baignoire, eh bien, on va vider toutes nos croyances, on va vider toutes nos peurs. Et on va vider surtout la source d'alimentation du mental. Ce fameux mental qui tourne en permanence, qui nous fait croire des choses, qui nous fait souffrir, mais qui surtout nous éloigne de la perception de ce que l'on est. Et plus le mental va s'apaiser, plus on va avoir cette perception qui sera infuse au départ de paix, puisque, je l'ai déjà dit, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale au niveau des questions sur la paix. La paix, c'est notre vraie nature, c'est ce que l'on est. Et si on ne la goûte pas, c'est simplement puisque par-dessus cette paix, il y a ces fameuses pensées dans lesquelles on va croire et qui nous maintiennent, on pourrait dire, dans un état de tension permanente. Donc plus on apaise, plus on efface ces mémoires, plus on va calmer le mental, on va l'apaiser, et plus le mental va s'apaiser, plus on va goûter cette paix en arrière-plan. Tout simplement. Alors je vous propose une dernière question pour cette vidéo en lien avec le temps.
qui est « Pourquoi est-il difficile de ne pas s'inquiéter du futur ?» Alors ça dépend des personnes, bien sûr, mais s'inquiéter du futur, c'est comme s'inquiéter du passé. C'est simplement croire la pensée qui est là et qui projette quelque chose dans le futur qui s'est déjà passé dans le passé. Et comme les situations maintenant ressemblent beaucoup à l'événement qui s'est passé dans le passé, eh bien le mental, lui, il fait 1 + 1 = 2, il se dit, eh bien dans le futur, il va se passer exactement l'événement catastrophique qui s'est passé dans le passé. Et là, à partir du moment où on va croire cette pensée, eh bien on va s'inquiéter du futur. On va manifester des émotions, on va manifester des réactions dans le corps, jusqu'au moment où on pourra regarder cette pensée. L'idée, c'est de ne pas la supprimer complètement, c'est de simplement la laisser être comme elle est, mais de ne pas l'accrocher. De simplement se dire, c'est une pensée. C'est un fonctionnement automatique, on pourrait dire erratique, qui projette quelque chose de faux. Et on n'est pas obligé d'y croire. On peut y croire, donc on va souffrir, et si on n'y croit pas, bah vous allez voir que la pensée va rester là, mais au niveau émotionnel, c'est comme s'il y avait une coupure. Le corps, lui, ne va plus manifester ce stress. Le corps ne va plus manifester cette tension. L'idée principale étant que quand on voit une pensée récurrente sur le futur se manifeste à chaque situation qui revient, je dirais de façon cyclique, eh bien c'est d'aller voir, comme on l'a vu précédemment, les réactions du corps qui sont en lien avec cette mémoire pour simplement la dissoudre. Et ça marche très très bien. Grosso modo, pour aller voir des mémoires ou des croyances, je dirais moyennes, c'est entre 10 minutes et un quart d'heure. C'est pas beaucoup plus long. Et toutes petites croyances, de rien du tout, des fois c'est 2-3 minutes. Ça, je le vois très régulièrement dans les pratiques. Des mémoires beaucoup plus grosses peuvent nécessiter, là par contre, des temps un petit peu plus longs d'accueil de ces résistances, qui peuvent aller sur une demi-heure jusqu'à 1 heure. Mais là, on parle de mémoires très importantes qui sont juste avant les traumatismes. Et sinon, pour la plupart des mémoires que l'on trimballe depuis l'enfance, eh bien, on est sur des durées d'observation de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, les solutions pour ne pas s'inquiéter du futur, c'est 1. Ne pas croire que ce que le mental dit. Donc déjà, on va couper le lien émotionnel entre la pensée et les réactions dans le corps. Et la deuxième proposition, c'est d'aller voir la réaction du corps qui se manifeste quand on est dans telle ou telle situation. Cette mémoire va disparaître et ne reviendra plus. C'est-à-dire qu'après, on pourra traverser cette même situation sans ses pensées et sans ses réactions du corps. Tout simplement. Je vous propose d'arrêter là pour cette première vidéo. Je pense que j'en referai 1 ou 2 autres sur cette thématique parce que j'ai d'autres questions là que j'ai pas pu aborder. Je voulais pas faire des vidéos trop longues. Si d'autres questions vous viennent sur ce sujet-là ou sur un autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je m'en inspirerai pour une prochaine vidéo. Si vous découvrez cette chaîne et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à simplement vous abonner. Cliquez sur la petite cloche de notification, comme ça vous serez informé dès qu'une prochaine vidéo, que ce soit une vidéo thématique, une vidéo foire aux questions ou une vidéo en direct satsang, donc le lundi soir à 21 h tous les 15 jours, eh bien vous aurez une petite notification et vous pourrez écouter simplement ou poser vos questions en direct si vous le souhaitez. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt et toujours dans la paix du maintenant.